Ouais. Ça y est, on peut y aller là. Virginity is a wonderful thing, Dimity, and nothing to be ashamed of. In fact, I prefer girls who haven't had too much experience. There's nothing more off-putting than the ones that know their way around. Take your pants off. Bonsoir, Xavier Tiberi, l'épouse du maire de Paris, a passé près de 8 heures aujourd'hui en garde à vue. Une perquisition a même été effectuée au domicile des époux Tiberi. Les policiers intervenaient dans le cadre de l'affaire de l'emploi présumé fictif au Conseil général de l'Essonne. Sophie Bonnard. Arrivé à 9h30, Xavier Tiberi est ressorti des locaux de la police judiciaire de Versailles en fin de matinée pour se rendre à son domicile parisien, escorté par 4 policiers. La perquisition place du Panthéon a duré plus de 2 heures. Puis Xavier Tiberi est ressortie, toujours souriante, les policiers n'ayant emporté qu'une mallette métallisée. Lorsqu'elle a réussi à rejoindre la voiture banalisée, l'épouse du maire de Paris est retournée à Versailles pour continuer sa garde à vue qui s'est terminée à 18h. Xavier Tiberi devait à nouveau répondre de son emploi fictif au Conseil général de l'Essonne en 1994. À l'époque, Xavier Dugouin, alors président de la collectivité, lui avait commandé un rapport sur la francophonie, rapport de 30 pages, payé plus de 210 000 francs, des honoraires fixés selon Xavier Dugouin par Jean Tiberi lui-même. L'affaire avait été révélée en juin 1996 à la suite de perquisitions du juge Alphen au domicile des époux Tiberi. Le couple avait été mis en examen, mais la procédure a été annulée pour vice de forme en juillet dernier. Le RPR redoute Xavier Tiberi pour ce qu'elle a à dire. On sait qu'elle en veut à Jacques Chirac d'avoir lâché son mari, successeur du président de la République à l'hôtel de ville de Paris. Ce soir, Jean Tiberi souhaite que le Conseil supérieur de la magistrature soit saisi, car il estime que cette journée de garde à vue dépasse l'entendement. Et puis autre affaire d'emploi fictif, mais cette fois au cœur de l'hôtel de ville à Paris. C'est le journal Le Parisien qui révèle l'affaire. Georges Quémard, un ancien directeur du personnel municipal, affirme que la mairie a rémunéré dans les années 80 plus de 200 employés fantômes. Parmi eux, on retrouve la nièce d'un Premier ministre, le fils d'un garde des Sceaux ou encore des élus RPR de province. Coût total pour le contribuable parisien, 80 à 100 millions de francs par an. Ce soir, le maire de la capitale annonce son intention de porter plainte pour diffamation contre Georges Quémard et le journal Le Parisien. En bref, 2 informations. D'abord, la décision ce soir de la préfecture de la Marne de lever l'interdiction de consommer l'eau du robinet à Épernay. Et puis on a appris tout à l'heure que le secrétariat d'État à la santé a déposé plainte après un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, un rapport qui met en cause la gestion du comité national contre le tabagisme. Dans l'attente d'une clarification, le versement de la subvention pour cette association a été suspendu. 3e semaine du procès des assassins présumés de Yann Pia. À la barre aujourd'hui, un magistrat, Albert Lévy, qui s'est montré plutôt sceptique quant à la volonté de la justice de faire la vérité sur cette affaire. Le substitut du procureur de la République de Toulon n'a pas fait néanmoins de grandes révélations. Le président égyptien Hosni Moubarak a entamé cet après-midi une visite d'État de 3 jours en France. À son arrivée, il a été accueilli par le président Jacques Chirac. Les 2 hommes ont lancé un appel pour sauver la paix au Proche-Orient en proposant notamment la tenue d'une conférence réunissant tous les pays qui souhaitent trouver une issue à la crise. Dans cet appel à la paix, les 2 pays proclament également le droit pour le peuple palestinien d'établir son propre État indépendant. En Indonésie, 2 Britanniques ont trouvé la mort au cours des émeutes qui agitent depuis plusieurs jours le pays. La France n'exclut pas des vols spéciaux pour évacuer ses ressortissants. Mesure préventive, d'autant que la situation politique dans ce pays est chaque jour plus instable. Ce matin, le président du Parlement a réclamé la démission du chef de l'État. Le récit de Luc Herman. La joie des étudiants ce matin, ils viennent d'apprendre que le président du Parlement demande la démission du président Suharto. Cet appel a été signé par toute la direction du Parlement qui représente les différents partis politiques. Mais la joie sera de courte durée. Dans l'après-midi coup de théâtre, le commandant en chef de l'armée, qui est aussi le ministre de la Défense, refuse d'appuyer l'appel du Parlement. Il reprend l'initiative et annonce la création d'un conseil de réforme qui réunira des représentants de l'opposition mais également des étudiants. La puissante armée
reste donc fidèle à Suharto, au moins pour encore quelques temps. On note toutefois un nouveau signe d'effritement de la machine politique mise en place par Suharto lui-même, maître du pays depuis 32 ans. Toujours cloîtré dans son palais, il devrait s'exprimer demain. Les banques ont rouvert ce lundi, prises d'assaut par des clients venus retirer leurs économies. Par ailleurs, l'exode des étrangers s'est accéléré. Un vol d'Air France a été spécialement affrété ce matin. 2 tiers des Français vivant à Jakarta ont quitté la capitale. De nombreuses organisations politiques, intellectuelles, étudiantes appellent à des manifestations mercredi, cette fois dans tout le pays. Le ministre de la Défense a d'ores et déjà demandé l'annulation des rassemblements. Il prédit à nouveau de graves affrontements. Une image étonnante et plutôt inattendue. C'était ce soir à Genève le président cubain Fidel Castro qui applaudit le président américain. Les 2 chefs d'État qui n'ont toujours pas enterré la guerre froide ont été réunis une seule fois dans le passé. C'était en 1995 lors du 50e de l'ONU. Sachez pour l'histoire que Fidel Castro applaudissait le discours de Bill Clinton, un discours qui faisait pourtant l'éloge du capitalisme devant l'Organisation mondiale du commerce. Pour finir, un mot de sport. Alain Roche, le défenseur du Paris Saint-Germain, jouera la saison prochaine à Valence. Il a signé un contrat de 2 ans avec le club espagnol. Pour finir, tout de suite, les prévisions de la météo avec Flavie Flamand. La météo avec Somfy. Vous ne voyez rien sur le pays, c'est normal, c'est un anticyclone. Réveil de bonne humeur demain, mais sachez tout de même que les brouillards feront la grasse matinée sur la région Midi-Pyrénées et que 2-3 nuages auront les troubles faits sur le Nord-Pas-de-Calais, l'extrême sud-est et la Corse. L'après-midi sera lui aussi un éclat de rire ensoleillé, mais l'orage viendra mettre sa touche de mauvaise humeur dans un ciel parfois couvert sur le Massif central, l'Aquitaine et la région Rhône-Alpes. Côté Mercure, bikini et chapeau de paille, Bordeaux et Toulouse décrocheront le pompon avec 27 degrés. Cherbourg sera bien loin derrière avec tout de même 20 degrés. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur Canal+. Surveillez l'entrée de vos cages. Jeudi 21, à quelques semaines de la Coupe du Monde, les indomptables Lions du Cameroun viennent rugir sur le sol français face à la Bretagne. Après le match, le doc, 10 ans de foot, ou comment partis sans chaussures ni maillot, les plus incroyables footballeurs d'Afrique ont acquis leur titre de noblesse. Maintenant les stades sont pleins, le peuple revit et on est tenté en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai vu que votre équipe la devait perdre, tu vois, non? Mais avec le travail qu'on va faire, voilà, on va essayer de faire aussi un doigt pour que Dieu nous aide pour que votre équipe gagne. Les Lions du Cameroun, le match amical face à la Bretagne et le doc, jeudi 21 à partir de 20h35. Nous nous demandions s'il se pourrait qu'il y ait quelques points historiques présentant quelque intérêt à ne pas manquer. Qui est leur directeur artistique? Quasimodo? Je suis venu inviter quelqu'un à la petite fête. Quelle surprise! Quelle surprise! Je suis prise. Oh, mademoiselle doit avoir ses démons qui la travaillent. Ces filles-là, elles sont terribles. Patrick Swayze, Wesley Snipes et John Leguizamo, les gros bras d'Hollywood s'épilent pour la première fois. Si j'étais ton petit pas, tu serais mon beurre. Tu aimes mes ongles? Extravagance de Guy Ben Kidron, elles vont casser la baraque. Mercredi 20, 21h10. Love Serenade de Shirley Barrett, le film de ce soir, a obtenu la Caméra d'Or au Festival de Cannes voici 2 ans, c'est-à-dire le prix du meilleur premier film, toutes sélections confondues. Un prix largement mérité à mes yeux, parce que si l'on attend d'un premier film qui nous fasse découvrir les rives d'un nouveau monde, celui d'un cinéaste en devenir, alors Love Serenade remplit parfaitement son contrat. Bon, attention, l'univers qui nous est proposé n'est pas absolument sans référence, parce que de Mad Max à Priscilla folle du désert, le cinéma australien nous habitue à ce type de virée, dans des bourgs paumés du désert, à la population ravagée par la frustration sexuelle. Mais en refusant d'opter pour la forme du road movie, mais plutôt en se proposant comme une sorte de huis clos agoraphobique et déconnant, Love Serenade arrive à trouver une jolie singularité. Et puis, une sensualité assez étrange aussi, en confrontant le désir de 2 sœurs enfiévrées par le manque à l'impavidité toute langoureuse d'un vieux DJ bien ringard. Parce que, et c'est
assez rare pour être remarqué, Love Serenade est avant tout un film sur la voix. Ses effets, son impact, son pouvoir d'excitation. D'où d'ailleurs la BO irrésistible du film qui est centré autour de l'impayable Barry White. Voilà, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais on s'en fout parce que c'est un premier film. C'est original, c'est séduisant, c'est drôle. Bon film.